Et est-ce que je conseillerais de faire une thèse de sciences quand on est en médecine? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'univers de la thèse de sciences en médecine. Allez, c'est parti! Alors la thèse de sciences, c'est quoi? C'est une thèse d'université, ce qu'on peut appeler aussi doctorat ou PhD en anglais. C'est à ne pas confondre avec la thèse d'exercice médical qu'on appelle en anglais MD. Donc en fait, un médecin, il peut être MD et PhD. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les thèses de sciences ne sont pas accessibles qu'aux médecins, ça peut être accessible à plein de disciplines universitaires. Donc il peut y avoir des docteurs en autre chose que de la médecine. Alors, en médecine, à quoi ça sert d'avoir une thèse d'université? Alors, il y en a qui diront que c'est pour le background, la culture, etc. Mais stop, il faut pas se mentir. En fait, quand on veut s'engager dans une thèse d'université, vu le calvaire que c'est pour évoluer dans un parcours hospitalo-universitaire en tant que médecin. Mais vous allez me dire, c'est quoi le parcours hospitalo-universitaire quand on est en médecine? Globalement, tous les étudiants en médecine donc, vont faire leurs 6 années de médecine. Ensuite, ils vont passer le concours de l'internat pour classer les étudiants entre eux. Et in fine, à la fin de leurs 6 années d'études de médecine, ils vont chacun choisir une spécialité et un lieu d'exercice médical. Et ils vont faire ce qu'on appelle l'internat de la spécialité, donc qui est actuellement d'une durée entre 3 et 6 ans. Bientôt, ça va passer pour la médecine générale à 4 ans, donc ce sera entre 4 ans et 6 ans d'internat pour tous les étudiants en médecine. Et après cet internat, quand on veut, par exemple, effectuer un parcours hospitalo-universitaire, c'est-à-dire être médecin dans un centre hospitalo-universitaire pour faire des soins médicaux, de la recherche et de l'enseignement, il faut avoir un certain parcours après l'internat. En général, ce qu'on conseille, c'est de passer par ce qu'on appelle un clinica. Donc par exemple, avoir le titre de chef de clinique. Il peut y avoir aussi un équivalent dans certaines disciplines universitaires comme la biologie ou l'anatomie, c'est assistant hospitalo-universitaire. Ça peut durer, ce clinica, d'une période de 2 à 8 ans maximum. C'est 4 ans maximum dans une même université et CHU, et en fait on peut faire au maximum 2 clinicas de 4 ans. Moi par exemple j'ai fait un clinica de 4 ans au total, je peux vous dire que c'est très très long. Et ensuite après ce clinica, on peut avoir différents types de postes accessibles. En général on passe par un poste de praticien hospitalo-universitaire. On ne peut pas faire plus de 8 ans cumulés entre le poste de chef de clinique ou assistant hospitalo-universitaire et praticien hospitalo-universitaire. Parce qu'il faut savoir que chef de clinique, assistant hospitalo-universitaire et praticien hospitalo-universitaire, ce sont des postes qui ne sont pas titulaires, ce sont des postes contractuels. Donc oui, je suis encore en CDD. Et donc le temps de pouvoir accéder à des postes titulaires, c'est pour ça qu'on nous laisse sur des postes comme par exemple chef de clinique ou praticien hospitalo-universitaire. Et donc ensuite, les autres postes auxquels on peut accéder, c'est maître de conférence hospitalo-universitaire. Le diplôme obligatoire à avoir en poche, c'est au moins un Master 2, un nombre suffisant de points SIGAT. En gros, les points SIGAT, c'est des points que vous allez gagner avec les publications que vous allez faire. Et ce nombre de points, il va dépendre du rang, la notoriété de la revue dans laquelle vous publiez et le rang d'auteur. Vous n'allez pas gagner le même nombre de points si vous êtes premier auteur ou troisième auteur d'un article. Et bien entendu, le reste de votre dossier, votre engagement au niveau de l'enseignement, au niveau de tout ce qui est soins, votre plus-value, expertise, etc. Et ensuite, après ce poste de maître de conférence hospitalo-universitaire, pour lequel, pour le coup, il n'y a pas de durée maximum, il y a le poste de praticien hospitalo-universitaire. Et pour ce poste-là, il faut une thèse de sciences, avoir effectué une mobilité dans un autre laboratoire de recherche. Donc pour toutes ces informations-là, j'ai fait la semaine dernière et vous pourrez retrouver dans mes vidéos tout plein d'explications sur qu'est-ce que c'est que la mobilité à l'étranger. Et il faut aussi avoir passé ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire une HDR, qui va permettre d'avoir l'autorisation d'encadrer des thèses de sciences à son tour. Vous l'avez compris, c'est un parcours qui est quand même très hiérarchique, long et compliqué. Donc quand on fait une thèse de sciences, c'est pour se lancer là-dedans, au final pour à la fin être prof en médecine et pouvoir avoir une expertise dans un certain domaine médical, pouvoir guider ses propres recherches et faire des enseignements divers et variés dans des centres hospitalo-universitaires et avoir vraiment une véritable reconnaissance et des temps
dédiée à ces différentes activités. Donc quand on fait une thèse de sciences, c'est pas une partie de plaisir, il faut que ce soit bien réfléchi dans les carrières médicales comme dans les autres disciplines par ailleurs. Alors une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est quand est-ce qu'on peut faire sa thèse de sciences quand on est en médecine? Alors on peut la faire soit en faisant une pause dans son externat, soit à la fin de son internat, parce que normalement c'est pas vraiment requis de faire sa thèse de sciences en même temps que son internat, ou alors le faire pendant la fameuse période de clinica, donc chef de clinique ou assistant hospitalo-universitaire. Pour vous donner un petit peu une idée de mon parcours, moi j'ai effectué mon Master 1 et mon Master 2 pendant mon internat, sachant que pour mon Master 2 j'ai effectué une année recherche, donc une pause entre ma 3e année et 4e année d'internat de médecine physique et de réadaptation, et ensuite j'ai effectué ma thèse de sciences pendant mon clinica. Et donc ça va rejoindre une autre question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'on finance sa thèse de sciences? Dans mon cas, et comme d'autres personnes, le fait d'avoir fait sa thèse de sciences pendant le clinica, ça nous permet d'avoir un salaire assez confortable, donc c'est-à-dire 3 000 € sans garde à l'hôpital par mois pour se financer pendant sa thèse de sciences. Si on ne fait pas sa thèse de sciences pendant son clinica, donc par exemple pendant son externat ou à la fin de l'internat, il faut trouver des financements dédiés, comme par exemple au niveau des écoles doctorales, des contrats ATER. Il y a même parfois pour certains projets de recherche directement on peut postuler à telle ou telle thèse de sciences avec des bourses d'État qui sont allouées à ces projets. Du coup, ça va nécessiter quand même beaucoup plus de recherche en termes de financement. Autre question qu'on m'a demandé, c'est comment est-ce que j'ai réparti mon temps entre mon activité clinique et ma thèse de sciences. Alors, sur un poste de chef de clinique, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on a 50% de notre temps qui est dédié à tout ce qui est activité de soins et 50% pour l'enseignement et la recherche. Alors ça, c'est la théorie, parce que la pratique, c'est que très souvent, et notamment du fait du sous-effectif médical, pour être solidaire de mes collègues, j'ai dû faire sur certaines semaines, voire certains mois, beaucoup plus d'activités médicales que d'activités, par exemple, de recherche, ou des fois pendant des semaines, en fait, j'arrivais pas à toucher à ma thèse de sciences. Que malheureusement, pour ma thèse de sciences, j'ai des échéances, des deadlines de choses à faire, etc. Et du coup, sur certaines périodes, ça m'a engrangé beaucoup de stress. Par exemple, la deadline où je devais rendre mon manuscrit de thèse, du coup, ce que j'ai fait pour être sûre d'être dans les délais, le dernier mois, en fait, j'ai posé 3 semaines de congé annuel, donc j'ai pas beaucoup pris de vacances sur cette année-là. Mais en tout cas, il y a 3 semaines de mes congés annuels qui ont servi à la rédaction de ma thèse de sciences. Moi, mes vacances, ça a plutôt ressemblé à ça. Et donc, la thèse, en général, ça se fait sur 3 ans. Ça peut être prolongé si nécessaire. C'est mon cas, j'ai dû prolonger d'1 an. Donc, ma thèse de sciences, moi, je l'ai faite sur 4 ans, donc sur toute la durée de mon clinica. Autre question qui vient souvent, c'est comment est-ce qu'est rythmée la période de la thèse de sciences? Concrètement, en gros, avant de vous lancer dans une thèse de sciences, ce qui est hyper important, c'est de savoir de quel sujet vous allez traiter. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire sa thèse de sciences plutôt quand on est impliqué en post-internat, quand on sait un petit peu quelle surspécialité au sein de ces spécialités on a, parce que pendant l'externat, certes, on peut faire des thèses de sciences de très bonne qualité, mais ça aura peut-être aucun lien avec la recherche qu'on va faire par rapport à la spécialité qu'on aura choisie après le concours de l'internat. Tout d'abord, bien choisir la spécialité qui nous fait vibrer, pour lequel on est prêt à passer vraiment beaucoup de temps et qui nous intéresse. À partir de ça, on saura quel encadrant on pourra tenter de démarcher en quelque sorte, donc notre directeur, directrice de thèse et le co-directeur, parce qu'en général c'est un binôme qui va diriger notre thèse de sciences. La première année, globalement, c'est un gros travail en fait de bibliographie, de rédaction de protocole, des différentes autorisations. Pourquoi pas commencer à faire de premiers articles, un premier article par exemple, un report case, donc une étude de cas clinique, et ensuite chaque année d'évolution pendant la thèse de sciences, en fait, vous allez devoir passer par un comité de suivi de thèse, qui est un comité externe à votre direction de thèse et qui va vous dire globalement si vous allez dans la bonne direction, vous suggérer des améliorations, des différentes suggestions de direction à prendre. En tout cas, ce sont vraiment donc 2 personnes extérieures à votre faculté qui sont censées être hyper bienveillants et vous dire un petit peu dans quelle direction aller pour que les choses se passent bien. Et ensuite, au fur et à mesure des années, vous allez faire des manips, des recherches, faire vos différentes choses dans votre laboratoire de recherche. Ça peut être par exemple de la recherche très fonctionnelle
fondamental, ça peut être des choses très cliniques, ça peut être un mélange des deux qui va donc du fondamental vers la clinique, c'est ce qu'on appelle des thèses translationnelles. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, c'est ce que j'ai pu faire. Et à l'issue en général de votre thèse de sciences, vous devez au moins avoir publié 1, 2, 3 articles, ça dépend du format avec lequel vous allez donc soutenir votre thèse de sciences. Des fois il y a des écoles doctorales qui ne demandent pas en fait d'avoir publié un article. Moi mon école doctorale, elle demandait d'avoir publié au moins un article et d'en avoir au moins un autre soumis dans une revue. Donc par exemple, moi ma thèse de sciences, elle se compose de 3 articles. Quand j'ai soutenu, j'avais un article qui était publié et 2 autres qui étaient en révision dans des journaux scientifiques. Alors une question qui est revenue souvent, c'est de quoi est-ce que ma propre thèse de sciences a parlé. Donc, comme vous le savez ou non, moi en fait je me surspécialise dans tout ce qui est maladies neuromusculaires, donc les maladies par exemple comme des myopathies, la dystrophie myopathique de Duchenne, la dystrophie facioscapulo-humérale, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc c'est ce type de pathologie pour lesquelles je me suis surspécialisée, que ce soit pendant mon internat ou après. Et donc du coup dans ma thèse de sciences, j'ai traité globalement de 2 pathologies rares, une qui est très rare qui concerne une canalopathie neuromusculaire et une autre maladie neuromusculaire qui est une myopathie, qui est la dystrophie facioscapulo-humérale. Je me suis donc intéressée à 2 maladies, une qui va plutôt toucher des personnes dès l'enfance et la dystrophie facioscapulo-humérale qui va plutôt toucher des personnes à partir de l'adolescence ou début de l'âge adulte. Et donc j'ai une vision qu'on appelle translationnelle, c'est-à-dire que pour la première maladie, la canalopathie très rare et complexe, en fait on a fait pas mal d'expérimentations à l'étage cellulaire avec des électrophysiciens pour comprendre comment les mutations impactaient les cellules, les canaux cellulaires et pourquoi est-ce que ça donnait différents types de tableaux cliniques. Et ensuite, on a regardé vraiment donc ces 2 pathologies, la canalopathie et la dystrophie facioscapulo-humérale, sous un angle de déficience et de limitation d'activité qui sont tout ce qui est troubles de la marche, parce que la locomotion c'est aussi avec les maladies neuromusculaires ce que j'ai vraiment envie de développer comme expertise universitaire. Et en fait on a développé des protocoles pour vraiment trouver de bons marqueurs pour mieux évaluer ces troubles de la marche dans ces populations-là, que ce soit à l'hôpital, mais aussi dans la vie réelle. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai mis ce qu'on appelle un embargo pour, en gros, ma thèse de sciences, c'est-à-dire que tant que tous les articles de ma thèse de sciences ne sont pas publiés, vu qu'il y en a encore qui sont en révision, du coup, les données, les résultats, c'est un peu des datas sensibles. Je ne peux pas donner trop de conclusions. Donc voilà, je peux rester vraiment que à cet étage-là sommaire, sachant que le résumé global de ma thèse de sciences est disponible par exemple sur thèse.fr comme pour la plupart des thèses de sciences. La dernière question qu'on m'a beaucoup posée, c'est justement quand on fait sa thèse de sciences pendant le clinica, donc pendant un exercice assez soutenu à l'hôpital, comment on fait pour allier soins, recherche et enseignement. Globalement, c'est vrai que les 3 casquettes déjà prennent énormément de temps et en plus de ça, si on rajoute une thèse de sciences, clairement le 100% en fait il se transforme en 200%. Je dirais qu'en fait il faut être très organisé, vraiment réfléchir par journée ou demi-journée qui sont sanctuarisées soit à de l'activité clinique, soit à du soin, soit à de la recherche, soit à de l'enseignement et essayer de pas trop déborder une des activités sur d'autres demi-journées qui n'étaient pas prévues. Il faut aussi savoir dire non, même si c'est pas facile, surtout à l'hôpital public, quand on est en sous-effectif, quand on voit que nos collègues sont en difficulté, etc. C'est normal d'être solidaire, mais des fois quand on sent que nous-mêmes, ça risque de nous mettre en burn-out en quelque sorte, enfin moi c'est un état que j'ai soit accédé, soit que j'ai frôlé, je sais pas trop. Il faut aussi savoir dire non et dire là en fait là j'ai trop de trucs, donc si j'accepte une nouvelle mission, il va falloir que j'en mette peut-être une autre qui est moins urgente de côté. C'est hyper important de savoir prioriser et surtout se prioriser soi parce que sinon en effet on peut vite déborder sur des choses assez négatives. Donc je voulais finir quand même sur des conseils qui me semblent primordiaux à bien connaître avant de commencer une thèse de sciences, surtout quand on est dans le domaine médical. Moi le premier conseil quand même que je donnerais, c'est même si c'est pas simple, de plutôt effectuer sa thèse de sciences après l'internat. Donc soit on effectue en fait ce qu'on appelle une césure, une pause entre la fin de l'internat et le début de clinica sur une durée de 3 ans en cherchant un financement, soit on l'effectue durant son clinica. C'est pas facile, mais pourquoi est-ce que je conseille ça? C'est vraiment en fait parce qu'on est beaucoup plus mature en termes de recherche, en termes d'appropriation de sa spécialité et en fait je pense qu'on arrivera mieux à définir de façon beaucoup plus autonome sans que ce soit quelqu'un ou un directeur qui nous définisse notre sujet de recherche.
Moi, si j'ai pu me donner comme ça aussi à 100%, c'est parce que ce sujet de thèse de science, il avait énormément de sens pour moi. Et donc c'est vrai que je pense que j'aurais pas été aussi mature pendant l'externat, puisque de toute façon, j'aurais pas eu une idée aussi précise de sur quoi je voulais me spécialiser en tant que médecin, chercheur et enseignant en médecine. L'autre chose, c'est que je pense qu'il est hyper important de bien choisir ses encadrants de thèse de sciences, tant sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan humain, parce que la thèse de sciences, c'est un marathon. Il faut savoir bien contrôler son stress, ses émotions, le fait de parfois pas réussir à atteindre ses deadlines et avoir en fait un encadrement très bienveillant qui va toujours en fait nous pousser vers le haut, soit en termes d'objectifs ou alors nous rassurer en nous disant en fait la thèse de sciences c'est vraiment difficile pour tout le monde. La thèse de sciences c'est vraiment une continuité, un empilement de réussites mais aussi d'échecs, et il faut savoir les accepter et se dire qu'après un échec, après une chute vraiment, en général, soit on abandonne, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, soit forcément on peut pas aller plus bas, donc on rebondit, enfin faut voir les choses quand même de cette façon positive et vraiment de se dire que la thèse c'est quelque chose de pas facile. Il faut vraiment en avoir conscience parce que moi je pense que j'ai eu tendance à trop amoindrir la difficulté que représentait la thèse de sciences. Et il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, des fois prioriser les activités médicales, d'enseignement aux dépens de la thèse de sciences et de se dire voilà pendant 1 ou 2 semaines ma thèse de sciences je vais peut-être pas trop y toucher quoi. Et est-ce que je conseillerais de faire une thèse de sciences quand on est en médecine? Malgré toutes les difficultés que ça a représenté, je referai exactement le même choix parce que je sais en fait pourquoi est-ce que j'ai fait cette thèse de sciences et mine de rien ça m'a beaucoup apporté en termes de structuration, d'organisation dans la recherche, savoir un petit peu comment les différentes instances, les processus de recherche, comment on fonctionne en équipe de recherche aussi. Tout ça c'est hyper important quand on veut faire de la recherche en médecine et dans d'autres domaines. Donc même si c'était pas facile, j'en retiens beaucoup de choses positives malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et donc au final, oui, si vous voulez faire de la recherche, de l'enseignement en plus de vos activités médicales dans un parcours hospitalo-universitaire, je vous conseille de faire une thèse de sciences. Voilà, écoutez, je vous ai quand même raconté pas mal de choses. J'ai essayé de balayer la plupart des questions qui m'étaient posées autour de la thèse de sciences en médecine. Si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la section commentaires juste en bas de la vidéo YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire par exemple sur Instagram. Bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à partir de la semaine prochaine pour un nouveau format de vidéo. Je vous spoil pas plus, vous verrez ça très bientôt. Allez, salut.